oreille. Et si tout ce qu'on vous a dit sur le pouvoir secret n'était que la surface visible de quelque chose de bien plus inquiétant? Et si les noms que vous reconnaissez, les symboles que vous avez vus, et les conspirations murmurées pendant des décennies n'étaient pas des révélations, mais des distractions? Vous avez entendu parler des Illuminati, l'élite cachée, les mains invisibles qui façonnent gouvernement, marché, guerre. Mais laissez-moi vous poser quelque chose de bien plus troublant. S'ils contrôlent vraiment le monde, qui les contrôle? Pendant des siècles, les sociétés ont craint des cercles secrets, opérant à huis clos, influençant l'histoire depuis l'ombre. Le récit semble presque trop cohérent, un petit groupe au sommet, tirant les ficelles, tandis que le reste de l'humanité joue son rôle assigné. C'est une structure nette, une pyramide, un œil omniscient, un méchant clair. Mais le véritable pouvoir se présente rarement de manière aussi nette, et c'est là que commence le malaise. Demandez-vous quelque chose d'inconfortable. Si une organisation secrète dirigeait vraiment tout, connaîtriez-vous réellement son nom? Ces symboles seraient-ils imprimés ouvertement sur la monnaie, disséqués dans des documentaires, débattus dans des studios télévisés et des forums en ligne? Ou cette visibilité serait-elle le camouflage lui-même? Car l'histoire nous montre une chose encore et encore. Le contrôle le plus efficace est celui qui se cache à la vue de tous. Lorsqu'on étiquette quelque chose de complot, il devient plus facile de le rejeter, plus facile de se moquer, plus facile de le réduire à de la fantaisie. Mais si cette réaction faisait partie du plan, et si le système n'avait pas besoin de faire taire l'information, parce qu'il peut simplement inonder le monde de demi-vérités, l'illusion de l'exposition peut être plus puissante que le secret lui-même. L'idée des Illuminati offre du réconfort dans un monde chaotique. Effondrement financier, guerre, changement culturel, tout expliqué par une seule main cachée. Cela simplifie la complexité. Cela donne à l'esprit une structure à laquelle se raccrocher. Mais le réconfort peut être dangereux. Car lorsque l'explication semble complète, la curiosité s'arrête. Et lorsque la curiosité s'arrête, les couches plus profondes restent intactes. Considérez ceci. À travers l'histoire, les empires ne comptaient pas uniquement sur la force. Ils comptaient sur le récit. Ils façonnaient la perception, redirigeaient les soupçons, créaient des ennemis visibles tout en restant invisibles eux-mêmes. Alors, et si l'histoire d'une société secrète toute puissante n'était pas la vérité ultime, mais un récit contrôlé? Et si le mythe servait une fonction? Les structures de pouvoir réel évoluent. Elles ne siègent pas toujours au sommet d'une pyramide visible. Elles se déplacent à travers des réseaux, systèmes financiers, agences de renseignement, alliances privées, infrastructures numériques. L'influence devient décentralisée, mais coordonnée. Dans un tel système, y aurait-il même un seul groupe au sommet, où la croyance en un sommet est-elle elle-même une ancre psychologique, et c'est là que cela devient inquiétant. Si des millions croient que les Illuminati contrôlent tout, cette croyance seule façonne la réalité. Elle dirige la suspicion publique vers des symboles précis, des lignées spécifiques, des rituels particuliers. Elle donne à l'indignation une destination. Mais si la véritable architecture du contrôle prospérait précisément parce que l'attention est fixée ailleurs, réfléchissez plus profondément. Si les Illuminati étaient le pouvoir ultime, pourquoi leur existence serait-elle autant diffusée dans la culture populaire? Pourquoi permettre que livres, films, théories virales et débats sans fin maintiennent le nom en vie, sauf si le nom lui-même agit comme un bouclier, un paratonnerre qui absorbe la curiosité
tout en protégeant quelque chose de bien plus abstrait, car les systèmes de contrôle les plus résistants ne sont pas construits autour de réunions secrètes dans des pièces éclairées aux chandelles. Ils sont construits autour de systèmes, dépendances économiques, infrastructures technologiques, conditionnements psychologiques. Ils sont construits autour d'incitations et de peurs, autour de récits qui se répètent jusqu'à sembler réels, autour de distractions qui ressemblent à des révélations. Alors, quand nous demandons « Les Illuminati contrôlent-ils le monde ?», nous posons peut-être déjà la mauvaise question. Peut-être que la possibilité la plus troublante est celle-ci. Et si l'histoire des Illuminati faisait partie de l'architecture? Et si c'était un masque placé sur quelque chose de plus diffus, plus intelligent, plus systémique? Et maintenant nous revenons à la question que presque personne ne pose, celle qui fait trembler toute la structure. S'il existe vraiment une élite cachée guidant les événements mondiaux, alors qui définit ses limites? Qui façonne son agenda? Qui bénéficie de son existence? Car le pouvoir, dans sa forme la plus pure, n'obéit pas aux symboles, il obéit à la conception. Avant d'aller plus loin, gardez bien cette pensée. Parfois la plus grande illusion n'est pas que le pouvoir est caché, mais qu'il a été entièrement révélé. Et si c'est vrai, alors le nom que vous craignez n'est peut-être que la première couche d'une structure beaucoup plus profonde. Alors, demandez-vous encore, lentement cette fois, s'ils contrôlent les gouvernements, les marchés et l'histoire elle-même, qui les contrôle? Avant d'approfondir les spéculations, nous devons revenir à l'origine du nom lui-même, car tout mythe puissant commence avec une trace de réalité. Les Illuminati ne sont pas nés dans un rituel sombre sous une cathédrale, ni dans une salle de contrôle futuriste. Ils ont commencé en 1776, en Bavière, fondés par un professeur nommé Adam Weishaupt. Leur objectif initial? Promouvoir les valeurs des Lumières, raison, laïcité, résistance à l'oppression religieuse et politique. Cela seul remet déjà en question l'image que la plupart des gens se font. L'ordre était petit, structuré et secret, oui, mais pas surnaturel. Il recrutait intellectuels, universitaires et penseurs influents. Il cherchait à exercer une influence au sein des institutions existantes, notamment la franc-maçonnerie. Et pendant un bref moment dans l'histoire, il a grandi. Mais voici la première fracture dans le récit. Il a été officiellement interdit moins d'une décennie plus tard, supprimé, dissous, dispersé. Alors comment une société éphémère des Lumières s'est-elle transformée en symbole ultime de domination mondiale? La réponse réside non seulement dans l'histoire, mais dans la peur. Après la Révolution française, de nombreuses élites européennes ont cherché des explications. Le chaos avait éclaté. Les monarchies étaient menacées. L'ordre social était ébranlé. Et lorsque les sociétés se sentent déstabilisées, elles cherchent des architectes cachés. Les théories du complot ont commencé à circuler, affirmant que les Illuminati avaient orchestré la révolution. L'idée était simple et puissante. Des forces intellectuelles invisibles tiraient les ficelles de l'histoire. À partir de là, le mythe s'est élargi. Au XIXe et XXe siècle, les sociétés secrètes sont devenues une explication récurrente pour les bouleversements mondiaux. Guerres, crises financières, mouvements idéologiques, tous attribués, à un moment donné, à une coordination cachée. Les Illuminati sont devenus moins un groupe documenté qu'un contenant symbolique. Ils ont absorbé d'autres peurs, francs-maçons, dynasties bancaires, familles politiques, réseaux de renseignement. Le nom est devenu plus grand que son origine. Puis est venu l'accélérateur du XXe siècle, les médias de masse,
Livres, émissions de radio, pamphlets, puis programmes télévisés et documentaires. Chacun ajoutait des couches, chacun brouillait la frontière entre histoire documentée et spéculation. Des symboles comme l'œil omniscient, à l'origine porteur d'un sens religieux et philosophique, ont été réinterprétés. La pyramide est devenue preuve, la monnaie est devenue évidence, la coïncidence est devenue confirmation. Mais voici quelque chose rarement examiné. Le récit des Illuminati s'est constamment adapté à l'époque dans laquelle il vit. En période d'instabilité économique, il devient une cabale financière. Lors de troubles politiques, il devient un gouvernement de l'ombre. À l'ère numérique, il se transforme en un réseau global, contrôlant l'information elle-même. Pourquoi le mythe évolue-t-il si fluidement? Parce qu'il reflète les anxiétés contemporaines. Considérez la facilité avec laquelle l'histoire intègre de nouvelles technologies. Système de surveillance, preuve d'un contrôle centralisé, algorithme des réseaux sociaux, preuve de manipulation, institution globale, signe de coordination. Chaque nouveau développement trouve sa place dans le même cadre global. Et pourtant, le cadre lui-même reste étrangement élastique, s'étendant sans se rompre. Cette adaptabilité n'est pas accidentelle. L'esprit humain cherche des modèles. Il cherche la cohérence dans la complexité. Lorsque les événements semblent écrasants, nous cherchons un design derrière le hasard. Un groupe caché unique offre un soulagement psychologique. Il transforme le chaos en stratégie. Il convertit l'incertitude en intention. Mais voici la tension. L'histoire confirme des alliances secrètes, des opérations de renseignement coverts, des réseaux d'influence financière. Ce sont des réalités documentées. Alors où se termine le secret documenté et où commence la mythologie construite? Et c'est là que le récit connu devient instable. Car bien que les Illuminati originaux se soient probablement dissous, le concept de coordination cachée n'a jamais disparu. À travers l'histoire, des individus puissants se sont rencontrés en privé. Des politiques ont été façonnés à huis clos. Des entreprises et gouvernements ont formé des alliances invisibles pour le public. Ce ne sont pas des fantasmes, ce sont des réalités structurelles du pouvoir. Mais cela signifie-t-il automatiquement qu'il existe un ordre secret, unifié, contrôlant tout? Ou révèle-t-il quelque chose de plus complexe, intérêts superposés, réseaux concurrents, coalitions mouvantes? La différence importe. L'une suggère un cerveau centralisé, l'autre suggère un écosystème d'influence décentralisé. Pourtant, les récits populaires ne se concentrent que rarement sur cette nuance. Ils préfèrent un nom unique, un symbole unique. Remarquez autre chose. Plus les Illuminati sont discutés ouvertement, plus ils se transforment en divertissements culturels. Films, clips musicaux, références satiriques. Le mythe devient stylisé, presque théâtral. Lorsqu'un concept devient esthétique, il perd une partie de sa menace, mais gagne en endurance. Il s'inscrit dans la culture, il devient partie de l'imaginaire collectif. Ainsi, le récit connu n'est pas seulement historique, il est psychologique, il est culturel, il est évolutif. Une petite société du XVIIIe siècle devient un symbole mondial. Un groupe réprimé devient une présence éternelle. Un chapitre bref de l'histoire devient une explication intemporelle. Et voici la question qui devrait vous troubler silencieusement. Cette transformation a-t-elle été organique ou utile? Car les mythes qui perdurent servent souvent une fonction. Ils fournissent un sommet visible pour des systèmes invisibles. Ils rassemblent la suspicion en un récit gérable. Ils transforment un pouvoir diffus en un emblème unique. Et lorsque l'attention se fixe sur un emblème,
Elle examine rarement la structure sous-jacente. Alors, avant d'aller plus loin, gardez deux vérités à l'esprit en même temps. Oui, des sociétés secrètes ont existé. Oui, des réseaux puissants opèrent discrètement. Mais aussi, les récits peuvent être façonnés, les symboles peuvent être amplifiés. Et parfois, l'histoire qui survit n'est pas la plus exacte, mais la plus fonctionnelle. Et maintenant nous approchons de la fissure à la surface. Si les Illuminati historiques se sont dissous, et que l'idée qu'ils existaient n'a fait que croître, qui a bénéficié de maintenir le nom vivant? C'est ici que la surface commence à se fissurer. Si les Illuminati ont été officiellement démantelés à la fin du XVIIIe siècle, pourquoi leur présence semble-t-elle aujourd'hui plus forte que jamais? Pourquoi leurs symboles circulent-ils plus largement maintenant qu'à l'époque où ils opéraient supposément? Quelque chose ne concorde pas. Soit l'organisation a survécu dans un secret absolu pendant des siècles, soit le récit lui-même a évolué pour devenir quelque chose de bien plus puissant que le groupe ne l'a jamais été. Examinons la première possibilité. Pour qu'une société secrète contrôle les systèmes mondiaux sur des siècles, elle aurait besoin d'une continuité parfaite, aucune chute interne, aucune exposition irréversible, aucune fragmentation. L'histoire, cependant, montre que même les empires les plus disciplinés finissent par se fracturer. Les luttes de pouvoir émergent, les alliances changent, l'ambition humaine déstabilise les structures. Alors comment un ordre caché pourrait-il rester parfaitement intact, tandis que des civilisations entières s'élèvent et tombent? Voici la première fissure. L'idée d'un contrôle centralisé ininterrompu pendant des centaines d'années contredit la nature même des dynamiques de pouvoir. Les réseaux réels rivalisent. Ils s'affrontent, ils fuient, ils évoluent. L'unité absolue est rare. Et pourtant, l'image populaire des Illuminati suggère une intelligence unique, coordonnée, presque mécanique, guidant l'histoire d'en haut. Cette image semble trop lisse, trop stable, trop cinématographique. Considérons maintenant la deuxième possibilité, que le récit soit devenu auto-entretenu. Une fois qu'un symbole entre dans la conscience collective, il n'a plus besoin d'organisation derrière lui. Il se nourrit d'interprétation. Chaque événement mondial devient une confirmation potentielle. Chaque coïncidence devient renforcement. Le mythe s'adapte sans nécessité d'instruction. Il croît par répétition. Et la répétition construit la conviction. Mais voici où cela devient inquiétant. Si le mythe se soutient lui-même, il peut aussi être utilisé. Un récit déjà existant ne nécessite aucune création, seulement amplification. Lorsque la méfiance publique augmente, lorsque les institutions semblent opaques, lorsque les systèmes économiques paraissent truqués, les Illuminati deviennent une explication prête à l'emploi. Ils absorbent efficacement la colère. Ils offrent un visage à un système sans visage. Et les systèmes préfèrent les visages. Car un ennemi visible simplifie le désordre. Lorsque la frustration est canalisée vers un symbole, elle détruit rarement l'infrastructure en dessous. Réfléchissez bien. La colère dirigée contre un réseau mondial abstrait mène souvent nulle part. Mais la colère dirigée contre une élite mythique, elle crée des discussions sans fin, des débats incessants, des distractions permanentes. Observez comment le récit se comporte dans les médias modernes. Il est à la fois ridiculisé et sensationnalisé, démystifié publiquement, mais constamment référencé. Ridiculisé sur les plateformes mainstream, mais jamais autorisé à disparaître complètement. Ce traitement dual est fascinant. Si quelque chose était totalement faux et inoffensif, il disparaîtrait. Si quelque chose était totalement vrai et dangereux,
il serait supprimé. Mais le récit des Illuminati existe dans un étrange état intermédiaire, perpétuellement vivant. Cet état intermédiaire est la fissure dans le mur, car il suggère une fonctionnalité. Un mythe trop agressivement étouffé suscite la suspicion. Un mythe entièrement validé change le système. Mais un mythe à moitié exposé, à moitié rejeté, ce mythe persiste. Il occupe l'espace mental, sans déclencher de réformes structurelles. Et voici une autre fracture à examiner. Le modèle pyramidal lui-même. Une hiérarchie claire, avec un seul sommet. Mais le pouvoir moderne n'opère pas toujours comme une pyramide. Il ressemble souvent à une toile, entreprises interconnectées, institutions financières, alliances de renseignement, plateformes technologiques, aucun sommet unique, aucun trône unique. L'influence circule à travers des nœuds, et non uniquement de haut en bas depuis un sommet. Alors pourquoi l'image de la pyramide reste-t-elle si dominante? Parce qu'elle est intuitive, elle est facile à visualiser, elle offre une clarté psychologique. Mais la clarté peut être trompeuse. Les décisions les plus influentes aujourd'hui émergent souvent d'intérêts superposés, de coalitions temporaires et de systèmes algorithmiques. Pas de poignée de main secrète dans des chambres éclairées aux chandelles. Pas d'un seul conseil émettant des ordres unifiés. Maintenant, faites une pause et considérez quelque chose de plus profond. Si le pouvoir est devenu systémique plutôt que centralisé, alors le récit des Illuminati peut servir de modèle nostalgique de contrôle, une relique simplifiée de la façon dont l'autorité apparaissait autrefois. Roi, conseil, trône. Mais l'influence moderne est souvent intégrée dans des dépendances financières, infrastructures technologiques, flux de données et conditionnements comportementaux. Et cela mène à une pensée encore plus troublante. Et si la croyance en une élite cachée centralisée nous empêchait de reconnaître des mécanismes décentralisés? Et si la focalisation sur les symboles nous aveuglait au système? Car les systèmes n'ont pas besoin de secrets au sens traditionnel. Ils opèrent à travers des incitations, forces du marché, algorithmes numériques, continuités institutionnelles. Ils influencent le comportement subtilement, prévisiblement, invisiblement. Remarquez à quel point nous cherchons facilement des méchants avec des noms. Il est plus réconfortant d'imaginer une réunion secrète de puissants individus que de confronter la possibilité d'une structure impersonnelle façonnant les résultats. Une structure sans maître unique. Une structure qui continue, quel que soit, l'occupant des postes qu'elle contient. Alors, les fissures s'élargissent, soit les Illuminati ont survécu parfaitement pendant des siècles, défiant tous les schémas historiques d'effondrement, soit le mythe a été stratégiquement utile. Utile comme réceptacle pour la peur. Utile comme aimant narratif. Utile comme distraction de l'analyse structurelle. Et maintenant nous arrivons à la question qui déstabilise les deux possibilités. Et si le véritable pouvoir n'avait pas besoin d'un nom secret du tout? Et s'il bénéficiait de chaque débat, chaque documentaire, chaque théorie virale qui maintient l'attention fixée sur un symbole plutôt que sur un système? Car lorsque tout le monde demande si les Illuminati existent, presque personne ne se demande si l'architecture de l'influence a dépassé le besoin même de sociétés secrètes. Si le pouvoir n'a plus besoin d'un trône, alors où siège-t-il? S'il ne porte pas de robe, ne pratique pas de rituels, ne se réunit pas sous des symboles anciens, comment opère-t-il? C'est ici que la conversation passe de la mythologie au mécanisme, car les formes de contrôle les plus durables sont rarement théâtrales. Elles sont structurelles, invisibles non pas parce qu'elles sont cachées,
mais parce qu'elles sont normalisées. Pensez au système financier. Les marchés mondiaux déplacent des billions en quelques secondes. Les banques centrales influencent les économies avec des ajustements de politique que la plupart des gens ne comprennent jamais complètement. Les structures d'endettement façonnent des nations pendant des décennies. Rien de tout cela ne nécessite de poignées de main secrètes. Rien de tout cela ne nécessite de symbolisme occulte. Et pourtant, ces mécanismes déterminent silencieusement les limites des gouvernements, des entreprises et même des vies individuelles. Maintenant, posez-vous une question inquiétante. Si un gouvernement dépend des marchés financiers pour survivre et que ces marchés répondent à des institutions privées, où réside réellement la souveraineté? Le pouvoir est-il politique ou économique? Et s'il est économique, qui conçoit les cadres qui régissent cette économie? Car les cadres sont rarement votés par le public. Ils sont négociés, conçus, ajustés derrière des couches d'expertise. Ensuite, il y a l'infrastructure du renseignement. Les capacités de surveillance se sont étendues au-delà de tout ce que l'on pouvait imaginer au XVIIIe siècle. Les données sont récoltées, analysées, catégorisées. Les comportements sont prédits. Les préférences sont cartographiées. Des populations entières deviennent des ensembles de données. Ce n'est pas du complot, c'est l'évolution technologique documentée. Mais que se passe-t-il lorsque la prédiction devient influence? Lorsque les algorithmes décident de ce que vous voyez, de ce que vous lisez, de ce que vous croyez important ou tendance? Voici le changement. Le contrôle aujourd'hui peut ne pas nécessiter de commande. Il nécessite un calibrage, ajuster les incitations, curater le flux d'informations, amplifier certains récits, tout en enterrant d'autres sous un flot incessant de contenu. Le système n'a pas besoin de faire taire des millions de personnes s'il peut simplement rediriger l'attention. Et dans le monde moderne, l'attention est une monnaie. Remarquez comment cela diffère de l'image traditionnelle des Illuminati. Aucun conseil unique n'émet de décrets unifiés, aucune hiérarchie visible avec un sommet clair. À la place, l'influence est distribuée à travers institutions, entreprises, think tanks, alliances de renseignement, plateformes technologiques, différents acteurs, intérêts superposés, alignements temporaires, agendas concurrents. Pourtant, le résultat semble souvent coordonné. Et c'est là que le malaise s'intensifie. La coordination ne nécessite pas toujours un complot. Elle peut émerger d'incitations partagées. Lorsque la croissance financière, la stabilité politique et l'expansion technologique s'alignent, les décisions commencent à converger, non pas parce qu'un maître caché les ordonne, mais parce que le système récompense certains résultats et en punit d'autres. Avec le temps, ceux à l'intérieur du système s'adaptent à sa logique. Alors que se passerait-il si la véritable couche cachée n'était pas une société secrète, mais une architecture auto-renforçante? Une structure où les individus tournent à travers des positions d'influence, conseils d'administration, conseils consultatifs, institutions globales, tandis que le cadre lui-même reste intact. Les visages changent, les politiques s'ajustent, mais la logique centrale persiste. Pensez à la fréquence à laquelle d'anciens cadres entrent en fonction politique. Comment les régulateurs rejoignent ensuite des entreprises privées. Comment les conseillers passent d'institutions globales en institutions globales. Est-ce la preuve d'un ordre secret, unique, ou la preuve d'un écosystème étroitement imbriqué? Car les écosystèmes n'ont pas besoin d'un roi central. Ils fonctionnent par interdépendance. Voici maintenant la partie inquiétante. Lorsque les gens recherchent les Illuminati, ils cherchent une intention, un maître, un design délibéré. Mais si le système ne dépend plus seulement de l'intention,
et s'il a atteint un stade où il se soutient lui-même, ou les incitations économiques, les boucles de rétroaction technologique et les pressions géopolitiques renforcent automatiquement certaines directions. Cela signifierait que le pouvoir est devenu impersonnel, plus difficile à confronter, plus difficile à exposer. Il n'y a pas de salle de réunion à infiltrer, aucun rituel à photographier, aucun document unique à divulguer qui explique tout. À la place, il y a des contrats, des politiques, des algorithmes, des accords, chacun rationnel en soi, mais collectivement façonnant la trajectoire des sociétés. Et voici une question qui apparaît rarement. Si un tel système existe, bénéficierait-il de la persistance du mythe des Illuminati? Absolument. Car tant que l'attention se fixe sur des symboles secrets et des ordres anciens, moins de gens analysent l'architecture financière, les monopoles technologiques ou la continuité institutionnelle. Le mythe devient du bruit, et le bruit obscurcit la reconnaissance des schémas. Regardez attentivement l'histoire. Le pouvoir a évolué des monarchies aux empires, des empires aux États-nations, des États-nations aux réseaux mondialisés. À chaque étape, la visibilité diminue tandis que la complexité augmente. Plus le système devient avancé, moins il ressemble à un seul dirigeant. Il ressemble à du code, à des infrastructures, à des accords rédigés dans un langage inaccessible à la plupart. Ainsi, peut-être que la couche cachée du pouvoir n'est pas occulte, mais systémique, pas mystique, mais structurelle. Et cette possibilité est bien plus troublante, car on ne renverse pas une structure avec la seule indignation. On ne peut pas exposer un algorithme de la même manière qu'un rituel secret. Les systèmes persistent parce qu'ils sont intégrés dans la vie quotidienne, et maintenant la tension s'accentue. Si le monde est influencé non pas par une fraternité secrète, mais par une toile interconnectée d'institutions et d'incitations, alors la question change. Il ne s'agit plus de « qui se réunit en secret », mais de « qui conçoit les règles », et encore plus troublant, qui veille à ce que ces règles restent incompréhensibles pour le public. Alors, en avançant, gardez bien cette réalisation en tête. Peut-être que le récit des Illuminati survit parce qu'il pointe dans la mauvaise direction. Et lorsque des millions de personnes regardent vers le haut, vers une pyramide symbolique, elles peuvent manquer le réseau qui opère silencieusement tout autour d'elles. Oreilles. Imaginez un instant que le monde que vous voyez est une scène. Pas un théâtre avec des acteurs et un script, mais une performance complexe où les marionnettistes sont invisibles et les fils sont intégrés dans chaque système qui vous entoure. Chaque loi, chaque mouvement de marché, chaque changement culturel, chacun semblant indépendant, peut en réalité être guidé par des forces que vous ne pouvez identifier. Des forces qui n'ont pas besoin d'apparaître, car leur influence est déjà inscrite dans les mécanismes eux-mêmes. Maintenant, considérez l'idée d'une marionnette dans ce système. Gouvernement, entreprises, médias, même figures publiques, sont-ils autonomes? Ou exécutent-ils des actions préalablement modelées par des incitations, des attentes et des pressions invisibles? C'est une pensée glaçante, mais le pouvoir aujourd'hui opère souvent par contrôle indirect, non pas en donnant des ordres, mais en façonnant les possibilités, en déterminant les options disponibles, en fixant les limites et en définissant ce qui est faisable. La théorie de la marionnette suggère que ceux que nous supposons être aux commandes, présidents, PDG, dirigeants mondiaux, ne sont peut-être que des acteurs jouant des rôles au sein d'une architecture préconçue. Leurs décisions semblent volontaires, leurs victoires personnelles, leurs échecs individuels. Mais en réalité, ils peuvent répondre à une structure si vaste et subtile
qu'elle rend la désobéissance directe presque impossible. Un système où les incitations, l'élan historique et le conditionnement social dictent les résultats plus efficacement que les ordres eux-mêmes ne pourraient le faire. Demandez-vous ceci. Si vos actions sont subtilement guidées par le poids invisible du système, pouvez-vous même reconnaître la manipulation lorsqu'elle se produit? Et sinon, comment quelqu'un peut-il prétendre comprendre ou perturber le cours de l'histoire? Peut-être que l'aspect le plus terrifiant de la théorie de la marionnette est qu'elle ne nécessite pas de méchanceté consciente. Elle n'a pas besoin de réunions secrètes ou de rituels. Il suffit que l'architecture fonctionne continuellement et que les individus qui en font partie agissent de manière prévisible. Maintenant, le mythe des Illuminati s'entrelace avec cette théorie de manière étrange. Depuis des décennies, les gens sont entraînés à identifier un ennemi unique, un conseil de maîtres invisibles contrôlant le monde. Ce récit a un objectif, simplifier la complexité, donner à la curiosité une cible, canaliser l'indignation. Mais si le véritable système est impersonnel, diffus, auto-entretenu, alors les Illuminati servent de leurre, une marionnette symbolique qui absorbe les soupçons pendant que le réseau lui-même continue à opérer sans perturbation. Remarquez à quel point l'attention est facilement capturée. Livres, films, documentaires, débats en ligne, ils maintiennent les gens fixés sur des noms, des symboles, des poignées de main secrètes. Pourtant, les structures sous-jacentes, banques, algorithmes, institutions, politiques, restent en grande partie inexaminates. Le spectacle du secret est souvent plus efficace que le secret lui-même. La marionnette distrait tandis que la machine continue de tourner silencieusement, influençant les résultats sans visibilité. Et c'est ici que la tension s'intensifie. Et si même ceux qui se croient indépendants jouaient inconsciemment leur rôle, chaque stratégie, chaque négociation, chaque politique peut opérer dans des contraintes prédéterminées. Même la rébellion peut être subtilement guidée pour maintenir la continuité du système. Le contrôle n'a pas besoin d'être absolu pour être efficace. Il suffit qu'il soit invisible, cohérent et adaptatif. Pensez à l'histoire comme à un échiquier. Les joueurs que vous voyez font des mouvements. Ils remportent des victoires, subissent des défaites. Ils semblent autonomes. Mais le plateau lui-même, l'agencement du pouvoir, l'influence des institutions, les incitations et les risques favorisent déjà certains résultats. Les pièces bougent dans les limites fixées par l'architecture, qu'elles en soient conscientes ou non. Et c'est l'essence de la théorie de la marionnette. L'illusion du choix dissimule la détermination structurelle, et pourtant, les humains ne peuvent s'empêcher d'attribuer une intention. Nous cherchons des noms, des visages, des conspirations. Nous voulons quelqu'un à blâmer. La théorie de la marionnette exploite cette tendance. Le mythe des Illuminati devient le bouc émissaire d'un système qui n'a pas besoin de bouc émissaire pour fonctionner. Il absorbe curiosités et indignation, les redirigeant vers des récits qui semblent révélateurs, tout en laissant le réseau intact. Considérez maintenant une possibilité encore plus troublante. Les marionnettistes eux-mêmes peuvent être des marionnettes. Des individus qui croient tirer les ficelles ne font peut-être que répondre à des pressions, incitations et cadres qui échappent à leur conscience. Et ceux qui tentent de défier le système échouent, non parce qu'ils sont faibles, mais parce que l'architecture s'adapte pour maintenir l'équilibre. L'influence devient auto-perpétuante. Les résultats sont contraints, non par des méchants, mais par la logique du réseau. Alors demandez-vous attentivement,
si les maîtres, visibles, sont eux-mêmes guidés, si le pouvoir est intégré dans le système plutôt que dans un conseil de conspirateurs. Que signifie vraiment comprendre le contrôle? Et comment quelqu'un peut-il espérer agir de manière significative au sein d'une structure conçue pour être invisible mais inévitable? La théorie de la marionnette nous laisse finalement dans un espace étrange, un lieu où la curiosité est à la fois nécessaire et dangereuse, où la peur est rationnelle, car le contrôle peut être impersonnel et omniprésent, et où la fascination pour les symboles, pyramides, yeux, conseils cachés, peut détourner de la réalité. Les ficelles du monde peuvent être intégrées dans les systèmes mêmes que nous tenons pour acquis. Et maintenant, alors que la dernière question persiste dans votre esprit, considérez ceci. Si nous sommes tous potentiellement des marionnettes, guidés par des cadres invisibles, et que le mythe des Illuminati est une histoire qui détourne notre regard de ces cadres, alors qui est réellement aux commandes? Oreilles. Et si les Illuminati, tels que le monde les connaît, n'avaient jamais été conçus comme un conseil caché de dirigeants omnipotents? Et s'ils avaient été soigneusement construits, conçus pour exister dans la conscience publique, tout en dissimulant la véritable architecture du contrôle? Un récit si durable, si adaptable, qu'il capte l'attention, canalise les soupçons et empêche toute enquête approfondie. En d'autres termes, et si le mythe lui-même était l'outil d'influence? Réfléchissez-y. Chaque société secrète, chaque conspiration, chaque symbole que vous avez vu a été scruté sans fin, disséqué dans des livres, films, débats et forums en ligne. Pourtant, les systèmes sous-jacents de contrôle, finances, renseignements, algorithmes, réseaux institutionnels, restent en grande partie invisibles, intacts, incontestés. Le mythe devient une lentille qui concentre votre attention sur la mauvaise couche. Il devient un écran qui cache la machinerie. Pourquoi un tel mythe serait-il utile? Parce que les humains sont des créatures en quête de schémas. Nous cherchons la clarté dans le chaos. Nous voulons des méchants, des symboles, des récits qui ont du sens. L'hypothèse du mythe manufacturé suggère que quelqu'un, quelque part, l'a compris il y a longtemps. En intégrant une histoire captivante dans la conscience publique, on peut façonner la perception de la réalité. On peut guider l'indignation, la curiosité, voire la recherche, tout en laissant le système lui-même opérer librement. Considérer la cohérence du récit à travers les siècles. On dit que les Illuminati influencent les révolutions, la finance, les gouvernements et la culture. Et pourtant, ils survivent dans les discussions plus que dans l'action documentée. Leur mythologie s'adapte parfaitement à chaque époque. Quand la guerre fait rage, ils deviennent une conspiration politique. Lors des crises économiques, une cabale financière. À l'ère numérique, un contrôleur de l'information, de la culture et de la perception. Leur élasticité est inquiétante. Remarquez maintenant à quel point ce mythe se soutient lui-même. Chaque coïncidence, chaque schéma interprété rétrospectivement, chaque symbole en pleine vue devient une preuve. Et à mesure que les preuves s'accumulent, le mythe se renforce, devient plus convaincant. Les gens commencent à l'étudier obsessionnellement, à en débattre sans fin, à le partager encore et encore. Et ce faisant, ils le renforcent. Le mythe devient auto-perpétuant, un récit évolutif qui ne nécessite aucune autorité centrale pour l'imposer. Mais c'est ici que cela devient plus sombre. Le mythe manufacturé ne se contente pas de distraire. Il dirige l'énergie. Il décide quelles questions sont posées et lesquelles sont laissées sans réponse. Il canalise la peur vers les symboles, plutôt que vers l'analyse structurelle. Il encourage la rébellion contre un ennemi visible
plutôt que l'examen de systèmes invisibles. En bref, il façonne l'imagination publique, et quiconque comprend ce principe détient un pouvoir bien supérieur à celui de n'importe quel conseil de conspirateurs. Demandez-vous. Si le mythe lui-même est fonctionnel, que se passe-t-il lorsqu'on le conteste? Ceux qui essaient de le réfuter le renforcent souvent par l'attention qu'ils lui accordent. Ceux qui le sensationnalisent l'amplifient encore davantage. Même le démystifier fait partie du cycle. La longévité de l'histoire ne repose pas sur la vérité ou le mensonge. Elle repose sur la résonance, sur la psychologie humaine, sur la façon dont curiosité, peur et croyance s'entrelacent. Regardez les médias modernes. Films, documentaires, vidéos virales, références occasionnelles dans la musique ou les actualités. Le mythe prospère partout. Il occupe l'espace mental. Il monopolise la discussion. Il détourne de l'analyse structurelle. Et ce faisant, il crée un paradoxe. Plus le mythe est exposé, plus il s'ancre comme un outil explicatif indispensable. Et voici la possibilité la plus troublante. Ceux qui pensent enquêter sur le pouvoir caché peuvent eux-mêmes participer au fonctionnement du mythe. Chaque analyse, chaque documentaire, chaque publication virale renforce le symbole, le récit et le cadre de distraction. La curiosité devient un outil de contrôle. La peur devient un vecteur d'influence. Le système n'a pas besoin de forcer la conformité lorsque la fascination et l'obsession produisent le même résultat. Considérez maintenant les implications plus larges. Si le mythe dirige l'attention, absorbe la curiosité et canalise l'indignation, que reste-t-il? Il reste les réseaux structurels, financiers, technologiques, institutionnels, opérant avec un minimum de surveillance. Il reste les mécanismes décentralisés d'influence intacts, et il reste des individus croyant comprendre le pouvoir, tout en restant aveugles à l'architecture qui régit réellement les résultats. Et c'est là que l'hypothèse du mythe manufacturé atteint son apogée. Le mythe n'est pas simplement une histoire sur le pouvoir, c'est un instrument psychologique intégré dans la culture, amplifié à travers les générations et continuellement adapté aux anxiétés contemporaines. C'est une lentille qui façonne la perception, un aimant qui attire l'attention et un bouclier qui protège le système profond. Alors, demandez-vous attentivement si les Illuminati sont une histoire qui guide la perception plutôt qu'un conseil qui commande la réalité. Que signifie cela pour le contrôle lui-même? Qui bénéficie lorsque la curiosité se fixe sur la mauvaise cible? Et plus troublant encore, si le mythe est conçu pour durer, évoluer et distraire, qui l'a créé? Ou est-il possible qu'aucune entité unique ne soit responsable, et pourtant qu'il continue de fonctionner parfaitement? Car parfois, le plus grand pouvoir ne réside pas dans le secret, ni dans la manipulation, ni même dans le contrôle des ressources. Parfois, le plus grand pouvoir réside dans la conception d'une histoire si captivante, si adaptable et si psychologiquement irrésistible qu'elle façonne la pensée humaine pendant des siècles, sans que personne ne réalise jamais qu'il est guidé. Et maintenant, alors que nous nous préparons à atteindre la couche finale de ce voyage, gardez cette question à l'esprit. Si le mythe contrôle la perception et que la perception guide le comportement, alors qui ou quoi tire réellement les ficelles? Oreilles. Après tout ce que nous avons exploré, après des siècles d'histoire, de mythes et de systèmes cachés, la vérité troublante pourrait être celle-ci. La question n'est plus de savoir qui contrôle les Illuminati, ni même s'ils contrôlaient le monde. La question est de savoir si le contrôle, tel que nous l'imaginons, existe réellement sous la forme que nous attendons. Peut-être que le véritable pouvoir n'est pas un conseil,
ni une société secrète, ni un sommet visible, mais une architecture invisible qui a façonné le monde en silence sans jamais se révéler. Revenez sur tout ce dont nous avons parlé. Système financier dictant le destin des nations, algorithmes façonnant la pensée et la perception, réseau d'influence si vaste qu'ils s'adaptent à chaque perturbation. Chaque acteur, visible, président, pédagogue, élite, n'est peut-être rien de plus que des nœuds dans cette architecture. Ils bougent, négocient et performent, et pourtant la logique du système les guide plus que n'importe quel ordre conscient. Et le mythe des Illuminati. Il garantit que l'attention se fixe ailleurs. Il absorbe suspicion, fascination et indignation, tandis que la véritable structure vrombit silencieusement en arrière-plan. Maintenant, imaginez ceci. Les marionnettistes eux-mêmes pourraient être des marionnettes. Les architectes que nous imaginons ne sont peut-être pas omnipotents, mais plutôt des participants hautement qualifiés dans un écosystème auto-renforçant. Même la rébellion, même l'exposition, peut être anticipée et intégrée par le système. Il prospère parce qu'il est adaptatif, décentralisé et invisible, une structure si omniprésente qu'aucune révélation unique ne peut le déstabiliser. La simple recherche d'un maître devient une partie du contrôle. Et voici le coup psychologique. Les humains recherchent la clarté. Nous voulons des noms. Nous voulons des visages. Nous voulons des méchants. Mais le système est conçu pour rendre la clarté insaisissable. Plus nous nous concentrons sur des symboles, des mythes et des récits comme les Illuminati, moins nous examinons l'architecture qui régit réellement les résultats. La curiosité est canalisée, la peur est dirigée, l'obsession devient un outil d'adaptation. En d'autres termes, plus nous cherchons le contrôle, plus nous participons à sa perpétuation. Demandez-vous quelque chose de profondément troublant. Si l'attention peut être dirigée, la curiosité guidée et l'indignation canalisée, qu'est-ce que cela signifie pour votre propre perception? Dans quelle mesure votre compréhension de l'histoire, de la politique, de la culture, ou même de vos choix personnels est-elle façonnée par des forces que vous ne pouvez voir? Et si même vous, l'observateur, êtes influencé, alors la frontière entre connaissance et illusion devient presque imperceptible. Considérez le rôle du mythe à travers les siècles. Les Illuminati ont évolué avec le temps, reflétant les peurs de chaque époque. Bouleversements politiques, effondrements économiques, domination technologique, manipulation sociale. Ils s'adaptent aux anxiétés de ceux qui y croient, garantissant qu'ils restent captivants, crédibles et inébranlables. Et dans cette évolution se trouve un aperçu crucial. Le mythe est plus durable, plus influent et potentiellement plus puissant que n'importe quelle organisation qu'il représenterait supposément. Réfléchissez maintenant à la condition humaine elle-même. Notre besoin de comprendre, de chercher la causalité, d'attribuer la responsabilité, tous ces instincts nous rendent vulnérables aux récits captivants mais incomplets. Le système exploite cela, intentionnellement ou non. Il s'assure que notre attention, nos peurs et même notre quête de vérité s'alignent sur des schémas qui soutiennent la structure du pouvoir. Les marionnettistes, les architectes, les Illuminati, tous peuvent être secondaires par rapport au cadre qui perdure silencieusement. Et voici la question ultime, celle qui laisse l'esprit instable. Si le mythe lui-même contrôle la perception et que la perception façonne le comportement, alors qu'est-ce que le vrai pouvoir? Est-ce le conseil visible de noms et de symboles? Ou est-ce l'architecture invisible qui assure continuité, adaptation et obéissance sans jamais se déclarer? Et si nous ne pouvons plus distinguer entre influence, mythe et réalité,
comment quelqu'un peut-il agir véritablement de manière indépendante? Le dernier retournement est presque philosophique. Peut-être que le contrôle ne concerne pas la domination au sens traditionnel. Peut-être qu'il concerne la perception, le récit et l'architecture. Le monde visible peut être une scène, et les mythes que nous poursuivons peuvent être le projecteur, illuminant des illusions, tandis que la machinerie opère silencieusement dans l'ombre. Si cela est vrai, alors la question « Qui contrôle les Illuminati ?» est elle-même une distraction. La véritable question, celle que peu osent poser, est bien plus troublante. Et cette question est la suivante. Si le pouvoir a évolué au-delà des conseils, des symboles et des noms, s'il réside maintenant dans des systèmes, des incitations et la perception elle-même, alors qui ou quoi tire réellement les ficelles? Cherchons-nous les marionnettistes au mauvais endroit? Les réponses que nous cherchons font-elles partie du spectacle conçu pour nous distraire de l'architecture qui façonne chaque choix, chaque résultat, chaque événement que nous percevons comme libre ou aléatoire? La réponse pourrait ne jamais arriver. La vérité pourrait rester insaisissable. Et pourtant, l'acte même de poser la question, oser regarder au-delà des mythes, symboles et légendes, est peut-être le plus proche que nous puissions être de comprendre la structure invisible qui gouverne tout. Et lorsque vous prenez conscience de cela, une chose devient claire. Le monde n'est pas contrôlé, de la manière dont la plupart des gens le croient. Et les mythes en lesquels vous avez cru ont eux-mêmes peut-être été soigneusement conçus pour vous faire regarder exactement là où les architectes le souhaitaient. Alors, tandis que la question persiste, faites-la résonner lentement dans votre esprit. Si les Illuminati ne sont pas le maître, et si le monde n'est pas ce qu'il semble être, alors qui ou quoi est vraiment aux commandes?